Nous sommes le 29 mars 2015 et je suis dans un atelier qui a appartenu à Mané-Katz, Emmanuel Mané-Katz, et il y a là des tableaux qui sont peints par un artiste qui est aussi un dessinateur et qui a travaillé dans la bande dessinée. Son nom est Henri Morez. Alors, mon cher Henri Morez, d'abord je vous remercie de me recevoir aujourd'hui. C'est moi qui vous remercie. Alors écoutez, je suis venu vous voir parce que ma fille Jessica, qui fait une thèse d'histoire sur les dessinateurs de 1944 à 1968 dans la presse, m'a envoyé un email en me parlant de ce livre, Le Juif qui parla yiddish à l'oreille d'un nazi. J'ai immédiatement pris contact avec vous et j'ai lu le livre en 2 jours pour pouvoir discuter un petit peu avec vous. Sagt uns, ich weiß, dass es ein bisschen schwer verracht zu reden in Jiddisch, Ja. aber erstens, wie alt sind ihr? Vous souhaitez? Wie alt sind ihr? Ah, zong en français. Nein, in Jiddisch. Nan, 93 ans. Ihr seid geboren wie? In Roumanie, Iassi, In Jassi. en 1922. Bon, vous avez des difficultés à parler en yiddish quand Très. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi Parce que je n'ai pas parlé yiddish depuis 70 ans, depuis 80. Oui, depuis 80. Mais vous parliez en yiddish avec vos parents ou pas? C'était des élémentaires. Zitz, camarade, des mots. On parlait avec une centaine de mots, pas plus. On n'avait pas des conversations. Mon frère aîné et mes 2 sœurs aînées, très vite, on avait une différence d'âge assez conséquente. Très vite, ils se sont mis à lire en français, parler en français, voir les films en français. Et moi, je parlais yiddish avec mes parents, mais dès qu'on m'a pris à l'école des grands, on disait, au lieu d'être à la maternelle, parce que j'avais 4 ans et quelques mois, alors c'était au mois d'octobre 1927, où me mettre, on m'a mis à la grande école. Et là, je crois que je le dis dans le livre, je ne savais pas ce que c'était une école. Et j'ai paniqué. Aujourd'hui encore, j'ai ça dans mon cœur. C'était horrible. Quand ma mère m'a laissé, je ne comprenais pas où j'étais. Mais comme à l'époque, j'étais déjà petit, il y avait un homme remarquable, un maître d'école. Il s'appelait M. Blény. Il m'a pris dans ses bras. C'est beaucoup d'émotions. Excusez-moi. La mère, je le dis dans le livre, m'avait dit « je viendrai te chercher », mais elle ne m'avait pas dit qu'entre-temps, je ne savais pas où j'étais. Qu'entre-temps, on va se lever. Moi, je croyais que j'allais rejoindre ma mère. Non, on va en récréation. Et c'est là que il s'est passé un phénomène terrifiant pour moi. Je comprends. J'étais dans un autre univers. Et la cour était immense. C'était 7 ou 9 rue Championnet, dans le 18e arrondissement. Les enfants couraient, faisaient un bruit infernal.
Et les professeurs formaient un groupe. Et moi, j'étais tellement affolé, je ne connaissais pas un mot de français. J'ai couru tout au long, autour d'eux, en criant « 31 rue du Nord, 31 », c'était notre adresse. 31 rue du Nord, c'était le palais des rats. C'était une horreur, on ne peut même pas imaginer. Et personne ne bougeait. Même aujourd'hui, quand j'en parle, c'est terrible. Vous savez, c'est comme quand on marquait au fer rouge les prostituées, par exemple, à l'époque de Louis XIV, des choses comme ça. Moi, j'ai ça dans mon crâne et dans mon cœur. C'est terrible. Et c'est ce monsieur Blény qui m'a repris. Il me parlait à l'oreille, mais je ne comprenais pas. Et quand j'ai vu ma mère, vraiment à midi, qui venait me chercher avec tout un groupe de femmes, je lui ai fait ça. Ah, c'était terrible. Dites-moi, vous avez appelé votre livre L'homme qui parla. Comment? Dans votre livre, que vous avez appelé L'homme qui parlait yiddish à un dignitaire nazi, un nazi, bon, quand on lit le livre, vous dites ça devait être Rommel. Alors racontez-nous d'abord ce qui s'est passé, parce que c'est quand même une scène tout à fait étonnante. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous étiez alors, alors je vais vous le raconter. On était, mais c'est une longue histoire, puisque je crois que je la raconte assez complètement dans le livre. On vivait dans une petite maison, Marie, ma sœur aînée, Léa, ma sœur entre nos deux âges, et moi. Et je travaillais pour les nourrir dans une laiterie proche où c'était un bagne terrible. Mais au départ, je suis resté sur le carreau parce que je n'avais pas la force physique pour faire ce qu'on me demandait. Mais mon rêve, c'était de trouver un paysan, de trouver de l'argent pour faire venir mon père et ma mère. Voilà. Et mon grand-père. Et ça, je n'ai pas réussi. Alors, je n'avais pas d'argent. Mais je vais vous raconter l'histoire de l'allemand, si vous voulez, parce que tout le reste est tellement complexe. Non, l'histoire où vous parlez en yiddish à cet officier allemand. Voilà. Alors, c'était après l'arrestation et la déportation de mes sœurs et de toute la famille de la personne qui nous hébergeait, qui s'appelait Bronstein. Et j'ai été caché dans les bois pendant 3-4 jours. Je pouvais plus. Je suis sorti des bois. Je connaissais qu'un garçon moi j'avais 20 ans, lui devait en avoir 23-24, mais il était douteux. Je ne savais pas s'il était blanc ou noir. Et quand je suis sorti de la forêt, j'étais blessé, j'avais de la fièvre, et surtout c'était la soif. Je suis passé devant, à la veille du matin où j'ai frappé à la porte de ce jeune homme qui s'appelait Maurice Huchet. Je suis sorti parce que je ne pouvais plus. Il fallait que je boive. Et il y avait une jeune femme qui était en train de traire une vache. La grille était fermée. Et à travers la grille, je lui ai demandé si elle pouvait me donner un verre d'eau. Elle a été paniquée. Mais elle m'a apporté une bouteille d'eau. J'ai vidé la bouteille. Et je suis retourné dans le bois. Mais je ne pouvais plus tenir. J'étais blessé au bras. Il y avait du pu. Je l'ai ouvert parce que j'avais un petit canif. Et le pu est parti et tout. Mais c'était fini. Alors, je n'avais personne où aller. C'était ou prendre le risque d'aller chez Maurice Huchet, ou personne. Il était 5 heures du matin. Je m'en souviens, parce que je l'ai vu chez lui. Moi, je n'avais pas de montre. Et j'ai tapé à sa porte. Et j'ai entendu crier « Tu es le juif de Moiville, de Beaussais. » Parce que j'étais à Moiville, Beaussais. « Tu es le juif de Beaussais ?» J'ai dit « Oui, je t'attendais, » me dit-il. C'est fou, hein? Excusez-moi. C'est terrible. C'était un héros. Mais ce n'est qu'après la guerre que j'ai su qui il était. J'ai bien vu ce qu'on faisait. On ramassait des pilotes
anglais, américain, et il y avait des filières. Je savais bien qu'il y a les paysans qui m'entouraient, je dois le dire, la majorité, je leur faisais une confiance absolue. C'était... C'est drôle, un siècle après, hein, l'émotion. Mais alors ce moment où vous parlez en yiddish à cet officier, Ça vient. vas-y. Alors, il ne fallait pas qu'on me voie chez Maurice Suchet. Et lors d'un bombardement américain, j'étais obligé de sortir de ma cache et on m'a vu. Alors j'ai dit, je ne reste pas, je vais aller chercher du travail dans des fermes. Et Maurice Suchet m'a dit, si tu as le moindre pépin, tu reviens ici. Et Dieu sait si j'en ai eu des pépins. Et il avait récupéré mon vélo, qui était à la brigade des gendarmes de Nonancourt, parce qu'il était en cheville il faisait de l'abattage clandestin. Et comme il donnait des rôtis et tout aux flics, eh ben, ils ferment les yeux. Ils ne lui ont pas demandé pourquoi il voulait le vélo du juif. Bon. Alors là, j'ai commencé une tournée. Bon, ben, un tel m'a dit non, j'ai besoin de personne. Mais je suis arrivé dans une énorme ferme qui s'appelait la ferme des Routis. Et là, le patron s'est présenté devant la grande grille. Il y avait 2 grilles, mais une gigantesque. Et il lui a dit, ah, tu es le juif de Bossé? Non. Mais sa femme, qui devait avoir 20 ou 25 ans de moins que lui, et qui avait une allure, autant lui était paysan. Après, j'ai appris à le connaître. C'était un homme bon quand même, mais peureux. Et j'avais développé un sens. Je ne dormais jamais dans un endroit où je n'avais cisaillé un lieu pour pouvoir filer. C'est ça qui m'a sauvé la vie d'ailleurs. Et là, pour cette histoire précise, il m'a dit non. Et sa femme le regardait. Elle lui dit, mais t'es pas un homme. Alors là, il m'a dit, bon, ben écoute, voilà, je vais te donner une petite chambre, et tu dormiras là, et tu feras des petits travaux, tout ça. Alors là, c'était excessivement difficile, parce qu'on était 17 ou 19 à table, et la serveuse il y avait beaucoup d'arriérés mentaux à cette époque-là, et elle faisait la cuisine. Et quand elle m'a vu, elle n'a pas voulu servir les gens. Ça a duré des jours. Et c'est la patronne, qui est venue pour me servir et tout. Je vous passe les détails. J'en arrive à cette soirée-là. On m'a mis un journalier pour dormir pour 24 heures avec moi. Bon, c'était abominable pour moi de dormir avec un homme, mais je ne pouvais pas faire autrement. Et je me suis couché, et vers 1h, 2h du matin, je n'avais pas de montre, j'entends des chars. Mais des chars! On aurait dit que ils tombaient du ciel. C'était terrible. Alors, vite, j'enfile mon pantalon, je mets mon tricot de corps, j'essaye d'attraper mes chaussures, et je n'ai pas le temps de m'habiller. C'est la première fois où on me prend comme ça, et la porte, le patron ouvre la porte, mais il tremblait. Quand on dit il tremblait comme une feuille, il tremblait comme 10 feuilles. C'était fou. Et il dit, Georges, je m'appelais Georges à l'époque, avec des fausses cartes, et je vois un type qui me paraissait un géant, avec sur le côté gauche de la poitrine une torche électrique. Hein. Et puis je voyais son parabellum dans son petit sac en cuir, et il criait. Et moi, je criais « Er spricht nicht Deutsch », ce qui est la vérité, « Er spricht nicht Deutsch ». Et lui commençait j'ai senti qu'il allait sortir de son pétard et me tirer dessus. Et là-bas, les chars ne rentraient pas, mais c'était des roulantes qui voulaient faire rentrer. Ils traînaient peut-être 1000 chars, je ne sais pas combien, qui montaient vers la côte. Les Alliés avaient déjà débarqué. Et alors, j'étais au-delà de la peur. Moi, j'étais très peureux quand j'étais enfant.
émotif. Et là, c'était un autre. Sprechen Deutsch, was wollen Sie? Alors, il me dit, ça je comprenais bien ce qu'il disait, que toutes les grilles soient ouvertes et que les roulantes rentrent et que le patron ouvre les cages aux lapins, aux poules, tout ça. Bon. Et il commence à me parler et il faut que je lui réponde. Et là, j'ai plus les moyens, bien que le yiddish ait des résonances allemandes des fois. Je commence à parler carrément yiddish. À l'époque, je parlais bien yiddish. Et je lui dis, je ne sais pas ce que je vous dis, et je ne sais pas si vous me comprenez. Il dit, je vous comprends très bien. Et je lui dis, je parle une langue qui m'a été apprise par un copain à Paris. Il parlait comme ça, et je parle comme ça. Je te comprends très bien. Il savait bien que j'étais juif. Le lendemain matin, il m'a dit, à 6 heures, tu viendras prendre mes ordres pour les transmettre au patron. Là, j'étais cuit, je ne pouvais pas sortir, me sauver. À 6 heures, j'arrive, il est là. Il avait un très, 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 très beau manteau dans les tons ocre. Et après, j'ai vu sur des photos, Rommel portait cette tenue. Et il me dit, tu dis au patron de faire ceci. Il faut pour les lapins, il faut faire cuire 200 poules, les œufs, tout ça. Je transmets, le patron était derrière, et je lui transmets tout. Et hop, le patron s'en va, et lui me pose son bras gauche sur mon épaule gauche. Et là, il tend son index droit, et il me montre, il y avait une église à 400 mètres dans les terres. Il me dit, tu vois, c'est pour ça que nous nous battons. Ya. Et tout en me tenant, mais pas de façon agressive, tout en me maintenant son bras sur l'épaule, il se penche vers moi et il dit, un juif, je le reconnais à 1 kilomètre. Comment peut-on résister à une telle terreur? Alors là, j'ai mis en œuvre tout ce que je pouvais imaginer. Je ne pouvais pas rester là, parce que c'était encore plus complexe que ça. Je donnais tous les matins, il y avait un capitaine ou un commandant d'une batterie anti-aérienne composée de 3 canons, qui était dans les terres de notre ferme. Et il venait chercher le lait, c'est moi qui lui servais le lait. Il parlait un français impeccable. Il s'appelait Rudolf, j'ai oublié son grand nom. Il parlait un français épuré. Il était prof de français à Francfort ou je ne sais où. Et quand ce matin-là, j'étais en train de parler le pseudo-allemand avec le général, il me voit. C'était l'heure où il arrivait avec ses bidons. Et je me dis, là, je suis mort. Il passe, il salue le général. Le patron était sur les lieux et il l'emmène vers les vaches, là, où on lui sert son lait. Et il ne dit rien, il passe, il resalue et il s'en va. C'est vous dire dans quel climat terrifiant il fait. Et je me dis, mais je ne peux pas. À 6 heures de l'après-midi, il fallait que je retourne voir le général. Il donnait des ordres pour le lendemain. Alors je me suis dit, il faut que ma seule possibilité, c'est à 6 heures, il faut que j'invente quelque chose. À 6 heures moins le quart, j'arrive et pleurer. Il me regarde, pas 6, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas comment je lui explique en yiddish que ma tante, mais j'avais tout calculé. Je vais vous dire en quoi j'avais tout calculé. Ma tante est mourante, elle voudrait m'embrasser pour la dernière fois. Elle habite loin, sa tante, et ça j'avais calculé. Si j'avais dit à 20 km, j'étais cuit. J'ai dit, elle habite à 3 km d'ici, j'y vais à pied. Et quand veux-tu y aller? Je lui dis, je voudrais y aller
à 5 heures du matin. Comme ça, je pourrais être de retour pour faire l'interprète. Et il me dit, à 5 heures, je te fais réveiller par pas sentinelle, par les généraux, ils avaient des quoi d'aide. Par celui qui lui servait de ordonnance, vraiment une ordonnance. À 5 heures du matin, vous imaginez bien que j'étais debout. Le type, il tape avec la crosse du fusil, il dit « Allez, schnell, 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 schnell !» Alors, je sors, et puis il m'accompagne jusque... La ferme était immense, jusqu'à la grande sortie. Et moi, je n'osais pas trop le regarder. Je voyais plein de cantines sur roues qui étaient dans la ferme. Je voyais des chars à l'infini, et surtout des centaines de soldats avec le fusil allongés dans l'herbe, comme ça. Et après coup, j'ai mis longtemps après pour comprendre. Il m'a sauvé la vie. Parce que si j'étais sorti, et s'il m'avait dit à 5 heures, tu t'en vas et tu reviens pour l'après-midi, il m'aurait descendu ces soldats. Voire la nuit était encore, flottait encore, il m'aurait descendu, ça c'est sûr. C'est pour ça que l'ordonnance m'a emmené jusqu'à l'extérieur. Voilà mon histoire. Il y a aussi cette rencontre avec Emmanuel Mané-Katz. Alors, comment ça s'est passé? Racontez-nous ça. Avant la guerre? Oui. Alors, j'ai exercé des dizaines de métiers. Surtout le métier qui m'était le plus impossible, c'était tailleur. Je ne pouvais pas. C'était un métier qui me rendait fou. Et paradoxalement, M. Max, qui était un charmant homme, hein, et qui voyait bien que je détestais ça, il avait un petit garçon de 5 ans, et tous les jours, il me disait, il habitait rue Rochechouart, va lui faire un tour sur, comment ça s'appelle là-bas, où il y a l'église, Montmartre, enfin, il y a un jardin. Alors, je partais quelques minutes avec lui, mais pourquoi je voulais en venir avec M. Max? Vous m'avez posé une question, si vous pouvez la reposer. C'est la rencontre avec Mané-Katz. La rencontre avec Mané-Katz. Comment ça s'est passé? Voilà. Alors, c'était épouvantable, je ne pouvais plus travailler. Et un jour, mon père me dit, tu sais, j'ai lu parce que nous, on lisait toujours, mes parents, la presse juive. Alors, yiddish, je veux dire. Et place de la République, enfin, dans ces proximités-là, il y a une académie juive qui a démarré avec 3 peintres. Et on n'en connaissait qu'un, parce que la presse juive parlait tout le temps de Mané-Katz. C'était une très grande vedette à l'époque. C'était un petit bonhomme, mais alors, il sillonnait le monde. Il a été partout. Il était connu dans le monde entier. Et le premier soir, où il y avait donc lui, à Berdam, et un autre dont j'oublie le nom. Bon, ça va me revenir. Et c'était la première leçon. Alors, il y avait une vingtaine de chevalets. On avait des grandes feuilles de papier à dessin, et puis de la gouache, et des fusains. Et il y avait un modèle homme. Et alors, on travaillait en silence, et Mané-Katz tournait autour des chevalets, comme ça. Et puis, à un moment donné, il s'est figé derrière moi, et d'un seul coup, il m'a tapé sur l'épaule, et il a crié « Maladietz ». Je ne savais pas du tout ce que ça voulait dire. Alors là, tout le monde s'est retourné, et il a expliqué, il a dit « Voilà, il faut faire comme ce garçon, et il faut commencer par les volumes ». Je vous passe les détails. Et il m'a demandé « Est-ce que tu peins ?» Je lui ai répondu « Oui ». « Tu peux me l'apporter ?» Il n'est officié qu'une fois par semaine. Alors donc, le jour où je serai là, il m'a dit le jour, apporte-moi pour voir quelque chose. Alors je lui apporte 2 gouaches que j'avais peintes comme ça, à moitié d'imagination, à moitié sur des documents géographiques, des choses comme ça. C'était un paysage turc avec des voûtes, et l'autre, je ne me souviens pas très bien.
il les regarde et il me dit, tu les vends combien? Alors je plaisante, je dis non. Et il me dit, je te les achète. Et petit à petit, mon vrai père, ça a été lui. Voilà. Il y a aussi votre rencontre avec des dessinateurs très connus. Les dessinateurs? Oui. Goscinny, Sampère. Ah oui, mais alors ça Sampé, pardon, Sampère, ça Sampé. fait un joli lapsus. Non, mais... Vous avez eu un père de rechange quand même. Oui, non, mais là alors j'étais déjà parmi les grands. Ouais. Là, j'ai des documents. Par exemple, de temps en temps, la presse internationale, européenne, faisait une fiche, les 10 ou les 5 ou les meilleurs dessinateurs humoristes d'Europe. Et j'y étais, tout le temps. Après, j'ai été appelé par Dassault, je collaborais régulièrement à Match et tout. Mais parlez-nous un petit peu de ces dessinateurs. Lesquels? Lesquels, ceux que vous souhaitez. Goscinny, je vais vous raconter alors une petite anecdote. Je travaillais pour beaucoup de journaux parce que j'avais très peur de retomber dans la pauvreté qui avait été la nôtre pendant mon enfance et mon adolescence. Et là, je suis en train de déposer des dessins, un cahier de dessins, toutes les semaines, je présentais des dessins pour dimanche matin, quelque chose comme ça. C'était un journal de France Soir. Le patron était Lazareff. Et derrière moi, d'un seul coup, on me tape dans le dos, et c'était un troufion, un soldat. Et il me dit, c'est toi, Manfred? Je dis, oui, je suis Sampé. Alors, tout de suite, je voulais te connaître et tout ça, j'aime bien tes dessins. Bon, on va prendre quelque chose, lui dis-je. En bas, il y avait un bistrot. Bon, on s'assoit, on commande 2 bières. Il me dit, cet après-midi, j'ai rendez-vous avec Goscinny, parce que Goscinny était mandaté pour faire un livre pour les Américains sur l'humour français. Et c'est moi qui avais donné quelques listes, quelques adresses comme ça, et des noms de quelques dessinateurs, parce que je connaissais Goscinny avant Sampé. Et il m'avait demandé ce service. Et alors, on commence à voir l'ennemi, et je ne sais pas, d'un seul coup, il me dit, moi j'aime pas les juifs. Ah, je lui dis, t'es antisémite? Et alors il me regarde, il commence à douter. Je lui dis, bah tu vois, c'est toi qui vas payer les 2 bocs, là. Oh, il me dit, excuse-moi, mais non, je sais pas. Bon, il commence à se défendre. Et l'après-midi, ils seront au rendez-vous avec Goscinny, parce que c'est tous les dessinateurs Faisan, lui, tout ça, toutes les adresses que je lui avais données, ont participé à la création de ce petit livre, édité chez Penguin. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Et en rentrant, il dit à Goscinny, « Ah, tu ne peux pas savoir, j'ai fait une gaffe aujourd'hui. » Ah oui? J'ai dit à Morez que j'ai été antisémite. Et Goscinny lui dit froidement, « Tu viens de gaffer pour la 2e fois. » Il s'est senti atteint aussi. Après, on a été les meilleurs, on était inséparables, Sampé et moi, inséparables. Le petit Nicolas, c'est un peu vous racontez ça dans le livre. Ah, le petit Nicolas. Vous ressemblez au petit Nicolas? Comment? Vous ressemblez au petit Nicolas? Ah non, pas du tout. Mais je crois que c'est Audiard qui avait dit un jour à Sampé, tu devrais faire des petits personnages comme Morez. Et un jour, Sampé m'a avoué, tu sais, si je fais maintenant des petits personnages, c'est toi que je mets en scène. J'aurais dû demander des royalties. Mais bon. Quand je vous ai vu arriver dans votre cours, là, j'ai tout de suite senti que c'était Nicolas, le petit Nicolas. Dans quel cours? Dans la vôtre. Quand vous êtes venu m'ouvrir. Là. Oui. Quand Ah bon? je vous ai vu arriver, ah, c'est curieux. Je me suis dit, tiens, c'est le petit Nicolas. Ah, c'est drôle, ça. Alors, les autres, là, Wolinski, Cabu, tout ça. Ah, Cabu, il a commencé à dessiner. Il est venu le dire devant Tchernia, j'étais invité dans un gigantesque dîner et tout, et quelqu'un m'a dit, vous savez, Cabu parle de vous, il dit que c'est vous qui lui avez, comment dirais-je,
communiqué ce goût du dessin humoristique. Moi, je ne le savais pas, ça. Mais il était extraordinaire. Après, évidemment, on était très amis. Et c'était un garçon adorable, adorable. Et il avait la particularité que je lui enviais terriblement. Il prenait les choses comme elles venaient. Alors que moi, c'est toujours... je suis resté... Au fond, je pensais récemment à un détail très récent. Souvent, je vais prendre mon café le matin au Dôme. Mais je mets tout de suite la somme pour que le garçon emporte la note et l'argent, et je reste le temps que je veux. Bon. En général, je ne reste pas longtemps. Et je me dis, mais pourquoi je ne fais pas comme les autres? Tout le monde dépose l'argent, ou s'en va, ou paye avant de s'en aller. Eh bien, c'est ma situation de fuite permanente qui s'est scellée en moi, littéralement, pendant ces 2 années et demie de cavale en Normandie. Parce que je ne mangeais pas comme tout le monde. Tout était dans la même assiette. Même le pain, il ne fallait pas qu'il y ait de miettes. Et hop, dans l'instant, s'il y avait le moindre bruit, tout était... Je disparaissais avec toute la troupe, voilà. Et Wolinski? Wolinski, je l'ai moins connu. Je l'ai connu quand il était enfant à Fontenay-sous-Bois, parce que on habitait à Fontenay-sous-Bois, ma femme et moi, et il y avait un petit magasin qui s'était ouvert. C'est une femme charmante, elle vendait des chemises, des slips, des trucs, et j'ai acheté des chaussettes chez elle, tout ça. Et puis un jour, elle m'a vu avec un carton à dessin. Elle m'a dit, vous êtes dessinateur? Je lui réponds oui. Elle m'a dit, ah, parce que mon fils, il adore vos dessins. Je lui demande, mais il a quel âge? Ben, je ne sais pas, il doit avoir quelque chose comme 10 ou 12 ans de moins que moi. Il était encore un très jeune garçon. Voilà. Mais je n'ai pas eu de contact très fréquent avec lui. Moi, je n'étais pas dans cette presse. Moi, j'étais dans une autre presse. Je n'étais pas Charlie Hebdo, voilà. Dans les transcriptions du yiddish qu'il y a dans votre livre, c'est très phonétique, c'est même pas exactement la façon dont on le prononce ou dont vous le prononcez. C'est pas moi. C'est pas vous qui l'avez fait. Non, c'est Chardak, Henriette Chardak. Oui. Parce que c'est pas exactement une transcription phonétique. Oui. C'est même pas sûr que ça soit la transcription de la façon dont vous dites les choses. Oui. Non, mais c'est intéressant parce que, bon, à partir de quel moment vous avez l'impression d'avoir perdu le yiddish, vous? Le yiddish? Oui. Quand est-ce que vous l'avez perdu? Je l'ai perdu d'abord pendant la guerre. On parlait uniquement le français. Et je crois qu'on aurait été terrorisé de parler le yiddish. Et surtout, M. Bronstein, qui nous hébergeait, qui nous cachait, était un patriote terrible, un ancien aviateur de la guerre de 14-18, juif, un très bon juif. Mais il ne fallait pas parler en yiddish devant lui. Hein, voilà. Non. Alors c'est là que j'ai commencé à perdre le yiddish. Sujet de vos noms, vous avez différents noms. J'en ai eu. Vous vous appelez pas Maurice? Non, non, bien sûr que non. Je me suis appelé... Vous vous appelez comment au départ? Au départ, Ashkenazi. Hersch. Herschel. Oui. Ashkenazi. Et vous avez un passage très drôle où vous dites, enfin très drôle, vous dites que les Ashkénazes viennent de Noé, oui. En passant par je ne sais quelle ville italienne. Bon, il y a une autre branche khazare quelque part. Mais vous savez, on ne sait pas d'où ça vient, quoi, tout ça. Mais parfois, il me vient à l'esprit, est-ce que le fait d'avoir eu tant de noms ne trouble pas finalement la personnalité de l'individu qui les porte? Vous vous sentez troublé? Non, non, à vrai dire, non. Alors, non. commençons par le premier. Alors, le premier, Ashkenazi. Ensuite, Schineiser. Schineiser, c'est-à-dire c'est un Chinois. Quand j'ai commencé à travailler pour la presse de gauche, je m'appelais Cernier. Et quand la presse de gauche m'a éjecté, j'étais devenu une vedette, là, à tel point qu'ils ont organisé une fête au 37
de la rue du Louvre, où il y avait le centre de l'Humanité, le journal de l'Humanité, pour la première fois, le Crocodile, qui était pour eux, comme pour nous, le New Yorker aujourd'hui est multiplié par 100, le Crocodile avait repris une double page que j'avais dessinée pour l'Humanité du dimanche, et ils ont donné une fête, hein, avec champagne et tout. C'était la première fois que la presse française... Et là, j'ai vu combien ils étaient à la botte de la Russie. C'était incroyable. Et pourquoi ils vous ont éjecté? Ah, c'est très simple. Un jour, peu de temps après, cette invitation charmante, voilà, extraordinaire, le champagne coulait à flot, c'était... Bon. Une amie nous apprend que sa famille, qui est encore en Roumanie, venait de subir un pogrom. Je dis, mais attends, c'est pas possible. Ils ont été libérés par les Russes, il y a les communistes maintenant. C'est possible, ça? Alors, là, je ne pouvais pas rester. Je me suis informé et il s'est révélé que c'était vrai. Alors là, on se réunissait une fois par semaine parmi les dessinateurs de l'Humanité, de l'Humanité Dimanche et des autres journaux communistes. Et moi, on était libres. Mais parmi eux, il y en avait un qui était en même temps écrivain, c'était une grande vedette et tout, une grande gueule. Il se disait plus communiste que tous, et il m'a vendu. Alors j'ai été convoqué par la haute direction. Ils m'ont tensé, et il me dit, mais pourquoi? Alors je racontais, voilà, on fait il y a des pogroms de juifs en Roumanie communiste. Et ça, je ne tolère pas. Et vous savez ce qu'a été sa réponse? On ne fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Et moi, la mienne, ça a été, mais quand les œufs sont des juifs, eh bien moi, je dis non. Et là, il y a eu un clash, mais terrible. Je ne peux pas entrer dans les détails parce que ça nous prendrait longtemps. Mais pour vous dire le choc, le traumatisme que ça a été pour moi, en une semaine, à la suite de ce clash, j'ai perdu tous mes cheveux. Je suis devenu chauve. Alors, je voudrais aussi qu'on parle un petit peu de votre peinture, parce que c'est quand même... la peinture, c'est ma vie. Je vais essayer de montrer un petit peu de ça. C'est les tableaux qui sont juste là derrière. Un autre là. Vous avez assez de lumière? Oui, c'est bien. Je vous gêne pas là? Non, pas du tout. Voilà. Est-ce que vous voulez boire un verre d'eau? On verra ça après. Ah, d'accord. Alors, écoutez, moi je peux vous dire ce que ça me fait, oui. Vos tableaux. On a l'impression, d'ailleurs quand je vous ai eu au téléphone, vous avez commencé à dire que votre tableau était centré sur la Shoah. Pas nécessairement. Pas nécessairement, non. c'est ce que vous m'avez dit. Oui. Mais, comment vous dire, le centre de mon œuvre, c'est ça. Oui. C'est la Shoah. Il y a quand même des corps qui sont là en tout à blanc, oui. qui sont nus, oui. Qui s'enlacent, où on voit quand même des corps de femmes et d'hommes, on les distingue parce que c'est pas la même forme, et puis tout autour c'est plusieurs couleurs, mais enfin c'est un fond un peu sombre, oui. Un fond sombre où on voit des corps qui ont l'air très seuls, même quand ils sont enlacés, et moi j'ai un sentiment quand je regarde tout ça de solitude terrible. Mais oui, eh ben, c'est la solitude juive sous l'occupation. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. On était tellement seuls. Je parle même avant l'arrestation et la déportation de mes parents. Mais on n'osait même pas se réunir entre juifs. C'était terrible, terrible, terrible. Merci Henri Morez. C'est moi qui vous remercie.